Merci de rester fidèle à Actualité.cd. Je suis très heureux de vous savoir encore nombreux aujourd'hui sur toutes les plateformes numériques de notre communauté, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur les sites d'Actualité.cd. Aujourd'hui, Focus, je reçois pour vous, messieurs, Mabiala Maoumba, qui est ancien directeur de la jeunesse et de l'éducation de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a pris sa retraite et qui a quitté Paris et qui est rentré à Kinshasa. Monsieur Mabiala est responsable d'une, on va dire, une structure également qui s'occupe de tout ce qui concerne la communication pour le changement de comportement. On va également en parler en fin d'émission, mais il est spécialisé dans des questions en lien avec l'éducation, en rapport avec la jeunesse. Donc, avec lui, aujourd'hui, nous allons échanger particulièrement sur l'épineuse question de la gratuité de l'enseignement de base. Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement de base, c'est l'une, on va dire, de grandes promesses de Félix Tshisekedi alors qu'il était candidat, aujourd'hui président de la République, et il a voulu lancer justement cette grande réforme dans le secteur de l'enseignement, et on est à la deuxième année de la gratuité de l'enseignement primaire. Et donc avec monsieur Mabiala Maoumba, nous allons échanger particulièrement sur les défis, les opportunités et comment capitaliser, comment améliorer cette réforme. Monsieur Mabiala, bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Merci de m'avoir invité. Première question. Ouais. On a vécu la première année de la gratuité de l'enseignement de base. Quelles sont, selon vous, les grandes tendances que vous avez remarquées? Bien, les grandes tendances, d'abord, c'est que c'est une mesure qui a permis à des millions d'enfants, 4 millions à peu près, d'après les données du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, 4 millions d'enfants ont pu retourner à l'école grâce à cette mesure. C'est très important. C'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, en tant que nation, faire en sorte que cette mesure réussisse. Cela étant dit, la mesure elle-même entraîne beaucoup de défis. Le premier défi, c'est que les classes, les salles des classes vont devenir ou sont devenues bondées. Deuxième défi, c'est que les enseignants qui recevaient un complément de salaire de la part des parents, puisque les parents payaient des contributions, ces compléments de salaire n'existent pratiquement plus. Et c'est un défi important parce que quand on parle de l'enseignement, les maîtres jouent un rôle clé. Il y a l'élève, bien entendu, mais il y a surtout le maître qui joue un rôle clé. Et si le maître n'est pas bien formé et n'est pas bien motivé, nous risquons d'aboutir à des résultats médiocres. Et d'autre part, je reviens rapidement sur la question de la salle des classes. La gratuité va entraîner des salles de classe avec des effectifs pléthoriques. Par exemple, des salles de classe avec 80, 100, 120 élèves. Ça existait déjà dans certains coins reculés, mais la gratuité va accentuer cette tendance. Et ce qui signifie que très rapidement, nous devons prendre les dispositions pour construire des salles de classe, pour construire des écoles et former des enseignants, recruter des enseignants pour que les élèves puissent apprendre dans des conditions plus ou moins acceptables. Sinon, la qualité va en pâtir. Il y avait déjà, on se rappelle, avant le lancement de cette année scolaire, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui alertait en donnant même des exemples que dans certaines écoles catholiques, aujourd'hui en province, on se retrouve avec des élèves qui vont au champ, qui plantent de manioc, qui plantent de maïs, qui plantent pour que l'on arrive à payer les enseignants. Parce qu'on n'a pas d'argent pour, juste comme vous l'avez dit, suppléer et donner en fait aux enseignants ce qu'ils recevaient des parents, maintenant qu'on a enlevé ça. Et l'autre question aujourd'hui, c'est de dire que la plus grande question de la gratuité, c'est comment on trouve de l'argent pour financer la gratuité. Alors, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas un problème d'argent. Je crois
que c'est plutôt un problème de gestion. Notre système est mal géré. Quand vous lisez les rapports qui circulent et quand vous regardez ce qui se passe, les observateurs avertis notent par exemple que notre système éducatif emploie, entre guillemets, beaucoup d'enseignants fictifs. Et pas seulement des enseignants. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur éducatif. Ce qui veut dire aujourd'hui, par exemple, que l'IGF a documenté et a ouvert même un dossier, a mené des enquêtes à des dossiers en rapport avec justement ces écoles fictives, notamment dans les ex-provinces de l'Équateur. Cela signifie, première action urgente à prendre, c'est d'assainir la gestion du système éducatif, de sorte que l'État puisse de façon urgente récupérer l'argent qui est gaspillé, qui est dilapidé avec les enseignants fictifs, des écoles fictives, des agents fictifs, etc. Et si nous arrivons à récupérer tout cet argent et à gérer adéquatement, il sera possible de faire un effort supplémentaire pour satisfaire les revendications des enseignants. Peut-être pas totalement, mais dans un premier temps. Et je suis certain que les enseignants peuvent comprendre que c'est un effort collectif que nous devons faire. C'est un sacrifice collectif que nous devons faire. Mais ce sacrifice doit commencer par assainir la gestion de l'enseignement. Deuxième piste. Vous savez, l'avenir de ce pays dépendra en grande partie des efforts et des investissements que nous aurons faits dans le secteur de l'éducation et de la formation des enfants et des jeunes. Tout le monde comprendra que ces sacrifices, nous devons les faire maintenant. Moi, j'ai toujours proposé qu'on mette urgemment en place une taxe spéciale de solidarité pour financer la qualité de l'éducation, pour investir dans la qualité de l'éducation. Qui va payer cette taxe? Alors, qui va payer ces taxes? Il faut d'abord se mettre d'accord sur comment collecter ces taxes, quel type de taxes. Par exemple, moi j'ai toujours pensé que tout le monde achète du carburant, tout le monde voyage. Mais un petit pourcentage dans les billets d'avion, un petit pourcentage dans les litres de carburant, un petit pourcentage dans ceci peut être recueilli et versé dans les fonds éducation qui va alimenter le fonctionnement du système éducatif. Parce que je vais vous dire, la qualité de l'éducation coûte cher. Et qu'est-ce qui coûte cher dans l'éducation? On voit les salaires des enseignants. Et là, j'insiste, il est important que les enseignants travaillent dans de bonnes conditions, qu'ils aient des salaires décents. C'est très important. Donc ça, c'est une rubrique importante. Mais il n'y a pas que le salaire des enseignants. Il y a les matériels didactiques, c'est-à-dire tout ce dont les enseignants ont besoin pour travailler de façon efficace et faire en sorte que nos enfants atteignent des résultats de qualité. C'est très, très important. Mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel étudient les enfants. Quand vous regardez certaines écoles, certaines salles de classe, et ça fait pitié, nous devons reconstruire les écoles. Les infrastructures, ce n'est pas le plus important, mais il y a un minimum de cadres qu'on doit offrir, un cadre de travail qui soit plus ou moins acceptable et qui permettrait aux enfants de travailler, d'étudier dans de bonnes conditions. Donc c'est ça qui fait que ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Pour embrayer justement sur cette question, pourquoi ne pas imposer cette taxe-là aux entreprises minières, par exemple, quand on sait qu'on est dans un pays pauvre et qu'on ne peut pas, si on le met dans le transport, enfin dans les billets de transport, dans le carburant, ça va peser sur les pauvres contribuables congolais que nous sommes. Pourquoi ne pas, par exemple, prendre cet argent dans les fonds miniers pour les générations futures, puisqu'il existe un fonds minier qui permet notamment d'envisager des programmes sociaux. Pourquoi? Puisque notre principal produit en exportation au Congo, c'est des produits miniers. Pourquoi ne pas prendre cet argent dans les mines et l'affecter dans, on va dire, le développement du secteur éducatif? Je laisse aux spécialistes et au gouvernement le soin de trouver les modalités pratiques
Mais ce qui est important, je note, c'est que les parents, de façon générale, sont prêts à contribuer pour améliorer la qualité de l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est important de les noter et c'est important de capitaliser là-dessus. Maintenant, est-ce que cette taxe peut venir de la contribution directe des parents ou à travers des mécanismes comme le mine et ainsi de suite? C'est une question qui peut être laissée au gouvernement et aux spécialistes de décider. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons investir dans la qualité de l'éducation. Et la qualité de l'éducation requiert beaucoup d'argent. Maintenant, je vais vous dire, de donner quelques chiffres. Nous avons parlé de la gratuité qui va drainer des millions d'enfants vers l'école. C'est une bonne chose. Okay. Mais il ne suffit pas d'aller à l'école. Il faut se poser la question, est-ce que nos enfants apprennent bien? Est-ce qu'ils atteignent des résultats? Eh bien, à l'heure actuelle, malheureusement, non. Les résultats sont médiocres. La conférence des ministres de l'éducation des pays membres de la francophonie vient juste de publier une étude comparative sur 14 pays africains francophones. Et dans cette étude, les résultats de cette étude montrent que nos enfants congolais, il y a un échantillon qui a été choisi dans chaque pays, et nos enfants congolais, ils sont 81% qui ont été incapables de réaliser un exercice simple de mathématiques. 81% en dessous de la moyenne. Et en lecture, 72% incapables de lire et de comprendre un texte simple en français. Oui. Donc ça nous donne la mesure de la qualité des apprentissages. Oui. Et donc c'est pourquoi je dis, nous devons massivement investir dans la qualité. Et si nous avons, avec la mesure de la gratuité, nous avons un flot important des enfants qui vont retourner à l'école, qui vont aller à l'école, nous devons urgemment tout faire pour que cela aille de pair avec la qualité de l'éducation. Ce qui veut dire que, selon vous, on vous entend parler, la gratuité de l'enseignement ne devait pas simplement être un programme pour envoyer les enfants à l'école, mais ça doit rentrer dans un programme plus global qui va améliorer non seulement l'inclusivité, donc le nombre d'élèves dans des salles de classe, dans les écoles, mais aussi améliorer la qualité de l'enseignement pour avoir, on va dire, des générations futures assez prêtes pour continuer à faire exister ce pays en tant que nation. La question qui suit, c'est la question de la gouvernance de l'enseignement ici chez nous. On voit très bien, vous l'avez évoqué, qu'on peut avoir de l'argent qui viendrait, notamment si on arrive à très bien gérer les flux d'argent et qu'on sort. Mais si vous avez des propositions concrètes aujourd'hui au gouvernement par rapport à cette mesure, quels sont, on va dire, des services en trop qui peuvent être élagués? Où est-ce qu'on peut faire, on va dire, mettre une attention particulière pour ramener l'argent suffisamment dans les secteurs officiels? Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, n'oublions pas que le secteur de l'éducation absorbe une très grande partie de notre budget national. Je pense que c'est la rubrique, une des rubriques les plus importantes en termes de dépenses, le secteur de l'éducation. Mais est-ce que cet argent est bien géré? Est-ce que cet argent est bien utilisé? Les enquêtes de l'inspecteur des finances ont montré qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de failles qui doivent urgemment être corrigées. Donc, nous devons commencer par... À quel niveau? Ben, à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau central, au niveau provincial, au niveau, même au niveau scolaire, même au niveau de l'école. J'ai eu la chance de diriger un projet il y a quelques années dans les cadres d'une organisation non gouvernementale américaine et j'ai observé sur le terrain
Même le petit financement que le directeur d'école gère, parfois, il y a des... la gestion laisse parfois à désirer. Donc, à tous les niveaux, nous devons adopter une culture de tolérance zéro. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter que les sacrifices que nous faisons collectivement, les produits de ces sacrifices, que soient détournés par qui que ce soit, à quel que soit le niveau. Même un franc ne devrait pas faire l'objet de détournement. C'est très, très important. Parce que, je répète, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc ça, c'est le premier point, pour moi, c'est très important. Assainir la gestion du système éducatif. Mais je reviens sur la gratuité. On l'a fait au niveau primaire, mais cet effort doit se poursuivre. Pourquoi cet effort doit se poursuivre? Parce que au niveau secondaire, les problèmes demeurent. Les données disponibles montrent qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le taux d'achèvement est à peine de 31% sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que sur 100 élèves du secondaire qui commencent, il y a à peine 31 élèves qui arrivent jusqu'au bout. La plupart abandonnent en cours de route. Et pourquoi abandonnent-ils? Près de 50% d'entre eux, à peu près la moitié de tous ceux qui abandonnent, les font par manque de moyens pour payer les frais de scolarité. Et dans certaines provinces, comme les Kasaï, les Tanganyika, c'est dramatique, parce qu'il y a à peine 7% qui arrivent jusqu'au bout. Ça signifie que notre système scolaire au niveau secondaire est inefficace. Parce que ceux qui commencent n'arrivent même pas jusqu'à la fin. Ils abandonnent. Et donc, en tant que nation, nous devons continuer à faire les efforts nécessaires pour que la mesure de gratuité qui a commencé au niveau primaire puisse s'étendre au niveau secondaire. Parce que vous imaginez ce taux de déperdition si élevé, mais c'est dramatique. Surtout ces élèves qui abandonnent l'école dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais maintenant, la mesure de gratuité devrait également nous aider à regarder les autres défis auxquels nous sommes confrontés. Et le premier défi, je l'ai mentionné tout à l'heure, la qualité, c'est-à-dire quels sont les résultats que nos élèves réalisent. Mais le deuxième défi important aussi, c'est la pertinence. Qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école? Est-ce que c'est utile? Un enfant qui termine l'école secondaire aujourd'hui, en dehors de ceux qui sont dans les filières techniques et professionnelles, qu'est-ce qu'ils savent faire concrètement en termes de compétences? Un enfant qui est diplômé d'État en biochimie, diplômé d'État en latin philosophie, s'il n'a pas la chance d'aller à l'université ou dans un étude supérieure, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est capable de se servir de son diplôme pour aller chercher du travail? La réponse est non. Et la solution serait? Alors, la solution serait, c'est de revisiter l'ensemble de nos programmes, parce que n'oublions pas que notre système éducatif a été conçu dans les années 60 pour servir des objectifs bien précis. Mais maintenant, nous sommes en 2021 et avec l'explosion démographique, nos besoins sont devenus différents. Nous devons revoir complètement nos programmes scolaires de telle manière qu'on puisse y inclure des contenus qui permettent aux élèves qui terminent l'école secondaire de terminer avec certaines compétences professionnelles qui leur donneraient la possibilité de travailler, d'être autonome à partir de 18 ans, même s'ils n'ont pas la chance d'aller plus loin, d'aller à l'université ou dans un étude supérieure. Mais de façon fondamentale, nous devons lever l'option de privilégier l'enseignement professionnel et technique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays en pleine transformation. Par exemple, j'étais heureux d'apprendre que les Coréens, les Sud-Coréens, vont venir installer une usine de montage de véhicules dans le Congo central, dans la zone
dans les territoires de Songololo. Mais pour moi, ça me fait plaisir. Je suis originaire de cette province. Mais quand je regarde, je me dis, tout autour, il n'y a pas une école professionnelle capable de fournir de la main-d'œuvre qualifiée à cette entreprise qui va venir s'installer. Mais c'est un drame. Et on va s'étonner que les Coréens viennent avec des Coréens, etc. Mais ça m'interpelle, puisque quand on regarde bien notre pays, on l'a dit, et quand même, on va dire, se caractérise par tout ce qu'on a comme mine, tout ce qu'on a comme produits miniers. Mais quand on regarde l'affectation de l'enseignement, l'affectation des ressources humaines, on n'a pas beaucoup de compétences comme ça. Même en termes de transformation, on est obligé de tout ramener vers l'Afrique australe, vers l'étranger. Alors, justement, et ça, je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience que ce pays ne peut pas se développer si nous n'avons pas d'industrie, notamment pour transformer sur place nos matières premières, pour transformer localement nos matières premières. Les cuivres, les cobalt, ça c'est pratique. Maintenant, la question, moi en tant que spécialiste de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, la question que je me pose, oui, mais est-ce que nous sommes prêts? Et c'est pourquoi je dis, si nous regardons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous regardons, je me dis, si nous ne faisons rien, ça va être la catastrophe. Et c'est pourquoi je dis, nous devons revoir les contenus de nos programmes scolaires et lever l'option de privilégier l'enseignement professionnel et technique, de telle sorte que nous puissions être prêts du point de vue de la main-d'œuvre qualifiée à accueillir ces processus d'industrialisation que nous souhaitons de tous nos voeux. C'est quand même assez dramatique quand on regarde ce qui se passe, à comparer avec ce qu'on a appelé au début, fin 1800, début 1900, la bataille du rail. On était bien obligés, les Belges étaient obligés de prendre la main-d'œuvre des pays de l'Afrique de l'Ouest pour venir justement construire le rail qui part de Matadi à Kinshasa. Et on va dire un siècle plus tard, nous sommes encore au même endroit, à la même position, avec les mêmes défis. Alors, malheureusement, nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, mais je pense que nous sommes à un niveau, et moi je tire la sonnette d'alarme. Si d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous ne faisons rien, ça va être la catastrophe. Ce pays va exploser. Et je vais vous le dire pourquoi. À l'heure actuelle, on vient de parler de la gratuité enseignement au niveau primaire. À l'heure actuelle, les enfants qui sont âgés entre 6 ans et 11 ans, ils sont à peu près 15 millions et demi. 15 millions et demi. Dans 5 ans, en 2025, ils seront à peu près 17 millions et demi, à peu près. Donc 2 millions additionnels. Dans moins de 10 ans, en 2030, ils seront à peu près 19 millions. Ça, c'est la croissance démographique. Nous faisons beaucoup d'enfants, mais nous ne nous posons pas la question, est-ce que nous sommes en mesure de scolariser adéquatement tous ces enfants? Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que tous ces enfants qui vont venir à l'école, ou qui ne seront pas à l'école, vont grandir, deviendront des adultes. Il faut leur trouver du travail. Sans compter, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ceux qui abandonnent l'école en cours de route, sans compter ceux qui terminent, mais sans aucune compétence. Tous ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est pourquoi je dis, si nous ne prenons pas ces réformes de façon urgente maintenant, dans 5, 10 ans, 15 ans, ces pays risquent d'exploser. Parce que là, on parle également du taux de perdition de ceux-là qui arrivent au niveau secondaire et qui doivent abandonner parce qu'ils n'ont pas, les parents n'ont pas d'argent, et ainsi de suite. Ils se retrouvent dans la rue et on a également la possibilité, et on le voit assez souvent, les autorités, quand ils arrêtent ce qu'on appelle des koulouna, parfois on les envoie dans, on va dire, les chantiers, enfin les travails de champs, des choses comme ça, alors qu'il y avait la possibilité en amont de pouvoir déjà les orienter avant même qu'ils ne deviennent un problème pour la société. Exactement, parce que je félicite ce que le gouvernement fait pour essayer d'encadrer ces koulouna, mais ce sont des mesures palliatives. Il faut, comme vous l'avez dit, penser le problème en amont. Et penser le problème en amont signifie avoir une stratégie de formation
qui leur permettent non pas d'abandonner l'école, mais d'aller jusqu'au bout avec des compétences professionnelles. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et je le répète souvent, un jeune bien formé en plomberie peut gagner sa vie même s'il n'a pas eu la chance d'aller à l'université ou dans un institut supérieur. Et le problème peut également se poser, d'ailleurs on peut trouver une solution avec tout ce que nous avons dans les provinces de l'Est, puisqu'aujourd'hui on parle de programmes de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion de ces miliciens. Si en amont ils étaient formés, ils étaient à l'école, formés pour, on va dire, possiblement s'il n'y a pas la possibilité d'aller à l'université, donc d'être directement absorbé dans le travail, on aurait peut-être évité tout ce que nous avons dans l'Est, parce que finalement, ces jeunes-là, à part les armes, ils ne savent pas faire autre chose. Exactement. Et c'est ça que, justement, le point crucial, c'est que ces jeunes n'ont aucune compétence professionnelle. Même s'il y avait des entreprises qui s'installaient dans leur zone de respect, ça poserait problème. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas de compétences. On l'a vu avec Ebola. On a vu que quand à Beni, par exemple, le personnel devrait venir de Kinshasa et ça crée des tensions entre la population locale et tout le monde qui venait de Kinshasa pour travailler là sur place. Conséquence, l'argent arrive, mais on n'arrive pas à distribuer puisqu'on n'a pas de compétences en local. Exactement. Et sur ce plan-là, moi j'aimerais attirer l'attention sur le fait que c'est très intéressant de voir que la demande sociale des parents pour l'éducation est très forte. Les parents congolais ont compris que l'avenir de leurs enfants, c'est l'éducation et la formation. Et c'est ça qui fait qu'ils payent, les parents payent, contribuent, ainsi de suite. Mais nous devons faire un effort pour non seulement bien gérer le système, mais pour offrir, donner aux parents une offre de formation solide. L'offre n'est pas solide à l'heure actuelle. Et j'en appelle non seulement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, mais à tous nos responsables à différents niveaux, y compris le gouverneur de province. Parce que nous avons un système éducatif qui, d'après la Constitution, est décentralisé. Le rôle du pouvoir central, c'est d'établir des normes. Mais la gestion du système relève de la compétence des provinces. Rien n'empêche une assemblée provinciale, le gouverneur de la province, d'avoir un plan sectoriel de développement de l'éducation pour construire des écoles professionnelles et techniques, etc. Il faut qu'à différents niveaux, tout le monde s'implique pour pouvoir résoudre ce problème. On est en train d'atterrir, mais il y a également cette autre question. On remarque dans notre pays, particulièrement dans des grandes villes comme Kinshasa, que l'école maternelle, l'école primaire devient, surtout dans le secteur privé, devient de plus en plus chère que l'université, que le secondaire. On a par exemple des élèves au niveau de l'école primaire qui payent jusqu'à 1000 $ américains. Ce qui veut dire que là, les soucis du côté de parents est là, et ils sont même capables d'aller de payer tout ça. Mais à un moment donné, il faut également arriver à, on va dire, créer un équilibre pour que l'on n'ait pas un système à deux, on va dire à double vitesse, où vous avez ceux qui sont dans le privé, qui apprennent l'anglais, l'informatique, qui payent jusqu'à 1000, 2000 $, et ceux-là qui acceptent d'aller dans l'école publique, qui ne payent pas, et qui, au niveau de la justice sociale, il y a un problème. Alors, notre système est également, et c'est l'un des défis les plus importants, notre système est également caractérisé par des inégalités criantes. Et c'est un problème très complexe. En 2-3 minutes, on ne peut pas les résoudre, mais c'est à l'État de réguler, parce qu'il y a des aspects liés à la régulation là-dedans. Mais il y a certaines inégalités que j'aimerais relever, par exemple, les inégalités liées au genre. C'est très, très, très important. Nous avons parlé du taux d'abandon scolaire au niveau secondaire, et ces abandons affectent aussi de façon particulière les filles. Et les filles abandonnent l'école principalement en raison de mariages précoces et de grossesses non désirées. Si vous prenez par exemple les filles de moins de 15 ans, sur l'ensemble du territoire national, au moins 12% d'entre elles abandonnent l'école
après l'école primaire et durant les 3 premières années de l'école secondaire. Maintenant, dans la tranche d'âge entre 15 et 19 ans, les taux d'abandon scolaire atteignent jusqu'à 39% de filles qui abandonnent à cause de mariages précoces et de grossesses non désirées. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de éducation sexuelle qui n'est pas assurée au niveau de l'école, au niveau des parents, ou bien c'est les taux, on va dire, des croyances religieuses sont très élevés? C'est quoi le problème à ce niveau? Ben, c'est un problème d'éducation sexuelle, évidemment, des normes sociales, évidemment, mais aussi il y a tout un ensemble de facteurs qui font, par exemple, quand un garçon viole une fille, il n'est pas puni, ou ainsi de suite. Et les familles trouvent des arrangements disons, qui sont en défaveur de la fille, parce que la fille abandonne l'école, et ainsi de suite. C'est un problème relativement complexe, mais qu'on peut résoudre facilement. Oui, moi je parle en tant que spécialiste en éducation, mais aussi en tant que spécialiste en communication pour le changement social et le comportement. Les problèmes de grossesse précoce et de mariage précoce peuvent être facilement résolus, comme l'ont fait d'autres pays par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est maintenant qu'on amorce bientôt le mois de la femme, le mois de mars, nous devons faire en sorte que en tant que nation, nous puissions lutter efficacement, c'est-à-dire en y mettant les moyens, lutter efficacement contre les mariages précoces et les grossesses précoces, qui sont des facteurs extrêmement importants qui empêchent les filles d'aller plus loin en termes de scolarisation. Et on ne peut pas parler de leadership des femmes, autonomisation des femmes, participation des femmes, si elles ne sont pas bien éduquées et bien formées. On va terminer ces programmes avec une question assez pratique, la question de l'école à distance. On a vécu pendant cette période de confinement à la congolaise, on a vécu surtout à Kinshasa des moments assez inédits où vous avez des cours qui étaient donnés à la télévision. Il y avait des cours à la radio, il y a des groupes WhatsApp qui ont été créés pour maintenir les enfants en situation d'enseignement. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi. La question, c'est de savoir comment aujourd'hui on arrive, en partant de ces problèmes, à intégrer l'enseignement à distance par les moyens comme la radio, la télévision, Internet, les mobiles et consorts, à intégrer dans les systèmes éducatifs congolais au niveau primaire et secondaire, pour que parce que des problèmes on en aura toujours. La pandémie n'est pas encore partie. Comment on arrive à intégrer sans perdre la qualité de l'enseignement? Alors, l'expérience de l'enseignement à distance a été très positive. Comment ça? Alors, évidemment, il y a malheureusement une minorité qui en a bénéficié, parce que si on considère la grande majorité des élèves, beaucoup d'entre eux n'en ont pas tiré profit. Et des études ont même montré que pour la ville de Kinshasa, par exemple, l'enseignement à distance a contribué à renforcer les inégalités, justement, dont on parlait tout à l'heure. L'enseignement à distance, l'expérience a contribué à renforcer les inégalités entre les enfants des milieux favorisés et ceux qui vivent dans des quartiers pauvres. Mais au-delà de ça, l'expérience a été très positive parce qu'elle a permis de tester l'utilisation de certains outils, comme les WhatsApp, comme la radio, comme la télévision, les tablettes, et ainsi de suite. Nous devons capitaliser sur cela, parce que cela peut nous permettre, une combinaison judicieuse de tous ces moyens peut nous permettre de contribuer à l'amélioration de la formation des enseignants, mais aussi contribuer à l'amélioration des apprentissages en ce qui concerne les élèves. Donc, évidemment, il y a des formules qu'il faut trouver pour que cela soit beaucoup plus utile, pour que cela soit pratique, pour que cela soit
opérationnels réalisables en fonction des zones, de coins. Mais l'expérience a été très positive. Il y a beaucoup de leçons qui en ont été tirées. Et moi, je dis, ce n'est pas un rêve de se dire que dans 3 ans, chaque enseignant pourra avoir une tablette, ou dans 5 ans, chaque enfant pourra avoir une tablette. On peut mettre en place une stratégie qui permettrait, par exemple, avec les compagnies de téléphone, de faciliter l'acquisition de tous ces outils et en espérant que dans les prochaines années, les questions liées à l'énergie électrique, courant, seront améliorées ou seront résolues. Mais de façon globale, retenons que l'enseignement à distance a été une expérience positive en termes de possibilités, de potentiel d'amélioration des stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Gratuité de l'enseignement, Covid-19, comment faire, question pratique, cette année, pour qu'on termine cette année et qu'on ne regrette pas beaucoup. Si vous avez une recommandation à faire aujourd'hui pour que l'année scolaire ne soit pas perdue, puisqu'on a quand même perdu 2 mois encore dans le calendrier scolaire, quelle serait aujourd'hui l'action principale à faire pour éviter justement que cette année ne soit pas un gâchis? L'année ne doit pas être un gâchis. Il faut que un certain nombre d'actions soient entreprises au niveau pédagogique, que les enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs, sous l'égide des ministères évidemment, prennent les dispositions pour rattraper les retards sur le plan pédagogique. Et c'est possible. Entre-temps, les grèves s'annoncent également. Écoutez, ça fait partie de la gestion du système. Et je pense que s'il y a un dialogue social, les enseignants sont en mesure de comprendre que cet effort, nous devons le faire ensemble. Et moi, je suis convaincu que si on explique aux enseignants, comme je l'ai dit au début, que nous allons assainir la gestion du système, récupérer un peu d'argent, faire cet effort pour augmenter leur salaire, les enseignants sont capables de comprendre. Donc ça, c'est le premier effort. Maintenant, deuxième effort aussi, et c'est là que j'en appelle à la contribution des parents, des autorités décentralisées, les gouverneurs, les maires, les bourgmestres, et ainsi de suite. Il faut aider les écoles à lutter contre cette pandémie. Parce que ça demande une certaine logistique. Il ne suffit pas de dire aux élèves portez le masque, lavez les mains, ainsi de suite, ou distanciation sociale. Ça implique des conséquences sur le plan logistique. Il faut avoir ces masques. Rien n'empêche les provinces de fournir ces masques. Rien n'empêche les mairies de fournir ces masques. Les dispositifs de lavage de mains, les bancs. Parce que si on avait l'habitude d'accueillir 4 enfants sur un même banc, avec cette pandémie, nous devons être prudents. C'est peut-être 2 enfants seulement par banc. Ce qui signifie qu'il faut plus de bancs. Vous voyez, maintenant, il n'y a pas encore d'école de salle de classe. Mais même sous les tentes, les enfants peuvent apprendre. Soyez imaginatifs, soyez créatifs. Il y a des endroits où vous pouvez mettre des tentes très clairement pourvu que les enfants soient à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, à l'abri des intempéries. Créer un environnement qui permette aux enfants d'apprendre. On doit être créatif et imaginatif, mais le plus important, c'est que nos différentes autorités, à leur niveau, chacun ou chacune à son niveau, peut apporter sa contribution. Et les parents aussi peuvent apporter leur contribution. Monsieur Mabiala, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. On termine cette émission. Merci infiniment d'avoir suivi ce programme Focus. Nous avons reçu pour vous Monsieur Mabiala Maoumba, spécialiste en éducation, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, qui est aujourd'hui, qui a pris sa retraite à l'OIF, mais qui est rentré au Congo pour justement faire bénéficier au pays toute cette expertise que nous avons pu suivre pendant cette émission. Nous sommes très heureux de partager cette expérience avec vous. On rappelle, d'après ce qu'il nous a dit ici, c'est possible d'améliorer notre système éducatif. On commence par cette réforme de la gratuité qui ne doit pas simplement se limiter au niveau des écoles primaires, mais aussi l'étendre au niveau secondaire pour permettre justement qu'il y ait pas beaucoup de perditions, des taux de perdition au niveau donc de la chaîne de l'éducation, mais aussi lutter contre des malversations financières, les détournements dans les systèmes scolaires congolais pour
permettre justement de pouvoir financer une fois de plus la gratuité. Il a aussi ajouté que c'était possible d'être innovant dans les systèmes de financement de l'éducation, notamment avec la possibilité d'intégrer une taxe spéciale pour permettre d'avoir une génération des jeunes Congolais qui seraient capables justement de pouvoir tenir demain les rênes de ces pays. Enfin, il a terminé par la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des écoles pratiques professionnelles où l'on pourra avoir des jeunes qui seraient capables de pouvoir être autonomes dès l'âge de 18 ans. Je vous dis un grand merci. Merci d'avoir suivi ces programmes. On se retrouve très bientôt sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et sur actualité.cd. Au revoir.